Mesdames et messieurs, vous êtes invités à gagner les sièges, vous asseoir, peut-être aussi ceux qui sont dehors, qui ne nous ont pas encore déjà. Les organisateurs, qui veulent faire entrer ceux qui sont dehors. Il y en a qui sont encore dehors. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce festival numérique qui nous couvre 4e édition 2023. Ce n'est pas trop en tant que c'est fait partie des organisateurs, présenter les excuses aux invités, comme vous avez vu des attendus, pour perturber le déroulement de l'événement. Nous avons tenu néanmoins le panel. Un des premiers panels, après le premier panel, c'est un panel inaugural. Inaugural dans le sens où il plante les décors, pas sur la base des orientations nationales, mais également l'appréciation des partenaires. C'est ces orientations-là, comment nous accompagnent en tant que parti gouvernement. Alors, parmi les panélistes, nous avons, puisque nous parlons là de c'est ce qui est gastronomie, l'art de manger, l'art de se nourrir, et nous avons au Niger la stratégie 3M pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Nigériens pour s'inviter. On va du soir un représentant du groupe commissariat à l'initiative 3M participe à ce panel. Le représentant de cette institution est Dr. Maimouna Yidoudou. Elle est, pour ceux qui la connaissent, je crois que ce n'est pas un nom de la mission. Elle est PhD, scientifique de nutrition, elle est pédiatre, elle est statisticienne, elle est promotrice de l'Université privée africaine pour le développement. Maimouna est également membre de plusieurs sociétés savantes que je ne vais pas citer parce que c'est tellement long. Beaucoup publié avec la nutrition et ailleurs. Mouna Guiro est actuellement conseillère au commissaire, ministre au commissaire à l'initiative pour un chargé de la question de nutrition. Nous invitons Mouna sur vos apps. Votre activité. Elle a toute l'attitude aussi de compléter si je suis trompé sur sa présentation. Nous avons voulu avoir avec, je ne sais pas si elle est dans la salle, il s'agit aussi de la partie gouvernementale, parle de manger, parle des aliments. Vous avez voulu avoir le ministère de l'Agriculture, qui a même confirmé à travers la responsable de nutrition du ministère de l'Agriculture, SACC. Elle n'est pas dans la salle, peut-être que si elle nous rejoint, on l'aura déjà présenté. Elle est la responsable de la section nutrition du ministère de l'Agriculture. Elle est nutritionniste, agronutritionniste. Elle est la coordinatrice du groupe de l'instance de concertation des acteurs de si elle nous rejoint, elle va juste regagner les autres collègues. Dans ce panel, nous avons demandé à avoir des partenaires pas les moindres. Il s'agit des orientations. On va parler des orientations nationales, c'est la sécurité, c'est également les aspects l'art de manger, l'art de cuisiner, l'art de valoriser ce que nous produisons. Et qui mieux qu'un chef de file des partenaires pour la sécurité alimentaire de représenter les partenaires sur ce panel. À ce titre, nous avons M. Tarsis, qui est
gestionnaire des programmes de délégation de l'Union européenne au Niger, et cela depuis 2020. Le Dr Tarsis est chargé du programme dans le secteur du développement rural avec des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement des chaînes de valeur. Le Dr Tarsis a travaillé depuis 2011 comme chercheur pour la Commission de l'Union européenne et comme policy officer à la Direction générale des FO. Et depuis entre 2008 et 2011, il a travaillé comme postdoctorat dans les universités de Bulle, en Belgique, l'Université catholique de l'Université du Grand et l'Université d'Anvers. Et ces diverses recherches étaient axées sur l'analyse de la dynamique de la pauvreté, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des systèmes d'information agricole. Donc, c'est comme constater quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience aussi bien dans la recherche, là, et aussi dans les orientations internationales adaptées aux orientations nationales. Dr Tarsis, sous acclamation. Nous avons également voulu avoir avec nous un partenaire qui, depuis le départ, était dans cette dynamique. Et, le festival Milk et Inbouf, parce qu'il croyait, parce qu'il suivait sur ces aspects. Et nous avons, je ne vais pas le prononcer si je ne parle pas allemand, mais c'est WHH. WHH est représenté ici par Yaoumana Maji, qui était avec nous depuis la première édition. Il est responsable aux appuis au programme de WHH. Yaoumana Maji a un master en coopération internationale et humanitaire et ingénieur agronome et master professionnel en coopération internationale et humanitaire. Il a plus de 22 ans d'expérience dans les ONG internationales. Yaoumana Maji, c'est vous acclamation. Nous avons un partenaire qui est dans le système des Nations Unies et qui accompagne sous plusieurs formats la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je veux parler du PAM. Le PAM est présent dans l'accompagnement du pays pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et représenté ici par Médine Diop. Diop a plus de 22 ans d'expérience, aussi bien avec le gouvernement du Sénégal et les Sénégalais. Il était conseiller du ministre du Développement social du Sénégal. Il a travaillé dans différentes organisations non gouvernementales internationales comme l'Inter international. Et il était également d'abord au Soudan, chercher la résilience. Il y a toujours de l'humanitaire au Darfour. Je vais inviter une collaboration. Je pense que nous avons, pour le moment, dehors de Aïssa, c'est un pari, à mon sens, va nous orienter sur ce qui est la nutrition, c'est que la gastronomie et comment est-ce que cela est régi au Niger. Et comme nous avons dit, nous avons une partie gouvernementale. La première question, nous avons 45 minutes et on va faire le maximum. Et je pense qu'ils vont quand même répondre pour qu'il y ait moins de questionnements dans la salle. La première question va à la partie gouvernementale. Je crois que c'est là 3 questions. Mais j'aimerais quand même faire un tour et revenir à poser la première question à la partie gouvernementale. Ensuite, je vais une minute, si on peut, Dr Jérôme, conseillère du ministre au commissaire à l'initiative 3.1, qui veut nous parler des orientations directives nationales en faveur d'une alimentation saine, diversifiée et nutritive.
Vous allez déborder sur la seconde question en nous parlant de le discours du gouvernement comme mécanisme ou moyen de contrôle. Et s'il y a également des orientations liées avec des défis spécifiques pour parler de l'accord en conflit. C'est-à-dire maintenant, si le débat marche, sinon, marche. Ok, merci. Bonjour à l'assistante. Je suis docteur Aboubakar. Et le public ne se retrouve pas. Je parle tantôt de docteur Maïmouna, tantôt de Déro, mais finalement, il ne se retrouve pas. Donc, il faut opter pour un seul. Donc, merci. Je remercie sincèrement les organisateurs pour nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de siéger dans ce panel et de parler d'une thématique, et à mon avis, qui est très, très importante et pertinente. Donc, la question qui vient de me poser, c'était la différence. Quelles sont les directives ou orientations nationales en faveur d'une alimentation? Donc, pour répondre à cette question, j'ai deux approches. La première approche, c'est sur le plan global. Parce que quand on parle d'une alimentation saine, elle est constituée donc d'aliments diversifiés qui donnent priorité donc à des valeurs nutritives élevées, aussi bien sur le plan fréquence que sur le plan qualité. Donc, en parlant globalement, je dirais que au Niger, en tout cas en septembre 2021, le Niger, en collaboration avec les partenaires techniques financiers, les partenaires au développement, ont fait une analyse approfondie de la situation du système alimentaire au Niger. Et pourquoi? Pour permettre au Niger de disposer donc que chaque Nigérien puisse avoir une alimentation saine et je dirais suffisante. Donc, à l'issue de cette analyse approfondie, une feuille est élaborée. Cette feuille de route a mis beaucoup d'accent sur la promotion donc, des chaînes de valeur alimentaire. Cette promotion des chaînes de valeur prioritaires, ce serait des produits à fort potentiel nutritionnel et qui vont être aussi non seulement nutritionnels mais commercialisés. Donc, les chaînes de valeur sont focalisées sur les fruits et les légumes. Donc, dorénavant, ce serait la promotion des fruits et légumes locaux et faire le maximum pour diminuer l'importation. Nous avons les chaînes de valeur des légumineuses, du poisson, du lait et de ses produits dérivés, des céréales séchées, de la viande. Et ces chaînes de valeur seront accompagnées, en tout cas, des mesures qui vont permettre leur mise en œuvre de façon efficace. Et contribuer à l'exécution de l'État. Il faut dire que l'ordre est déjà fait de route qui a été élaboré en avant la commission des aliments et ont déjà intégré le plan de travail pour commissariat à l'université. Cette institution sera payée personnellement pour la mise en œuvre efficace de l'État. Je disais aujourd'hui que j'ai deux approches. Une approche donc globale et une approche individuelle. L'approche individuelle, c'est quoi? Une alimentation saine veut dire qu'il faut manger des aliments variés à haute valeur nutritive sur le plan. Donc, pour une alimentation saine, je dirais sur le plan individuel, il faut que chacun d'entre nous puisse manger des légumes et des fruits. Donc, comme vous regardez au début, c'est dans les orientations globales, il y avait ces chaînes de valeur. Il faut manger des fruits et des légumes. Pourquoi? Parce qu'ils sont très riches en tanines, il y a des minéraux et surtout ce sont les antioxydants qui permettent de renforcer l'immunité humaine. Donc, et ça permet aussi
Ça permet aussi de maintenir un état de santé et satisfaction de façon globale. En dehors des fruits et légumes, nous devons aussi, sur le plan individuel, prioriser la consommation des grains entiers. Ici au Niger, quand nous préparons les aliments, on ne sait pas les grains, on enlève le sang, on enlève tout, on mange ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, il faut qu'il y ait un changement de comportement dans la consommation des céréales, des grains entiers, que ce soit le riz, le maïs, etc. Donc, ces aliments-là contiennent des fibres, beaucoup de fibres, des protéines et des complexes qui vont nous permettre donc d'avoir un état de santé, donc un bien-être de la vie. Le troisième point, c'est la production des aliments protéinés. Il faut manger aussi des aliments protéinés. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les protéines? C'est dans les lait et ses dérivés, la viande, le poisson, etc. Les protéines contribuent à la formation et à la santé des os, des muscles et de la peau. Donc, nous devrons manger des protéines tous les jours. Le quatrième point, c'est que nous devrons éviter les aliments transformés. Parce que quand vous prenez les aliments transformés qui sont déjà reconditionnés, on les prive des minéraux et des vitamines et on rajoute du sucre et du sel. Ils sont néfastes. Et je terminerai comme il m'a donné juste une minute pour dire qu'il faut boire beaucoup d'eau, un peu de l'eau. Parce que nous vivons les aliments, les jus. Nous vivons des jus où on dit 100% jus. Or, nous avons notre organisme de sucre. Le sucre n'est pas bon pour la santé. Alors, quand nous buvons l'eau, ça nous permet de nous hydrater et ça permet aussi d'avoir calorique. Donc, je m'arrête à ce point et nous pouvons continuer avec la semestre. Merci, docteur Théo, parce que des bonnes pratiques qui sont conseillées au niveau stratégique. C'est pas justement au niveau stratégique pour parler des orientations internationales, des orientations nationales dans notre contexte. Et là, je pense que le stratégique, je dirais, avoir l'avis de l'Union européenne sur l'effort, l'accompagnement qu'il faut avoir le gouvernement dans cet effort en faveur de la sécurité alimentaire, à la valorisation des produits. Je voudrais aussi signifier déborder, excusez-moi, souvent, je les avais présentés, je les appelle au camp parce que les collègues avaient il arrive que je passe l'heure de les appeler par, avec lesquels nous sommes. Je ne sais pas s'il peut déborder sur s'il y a une appréciation spécifique sur l'apport protéique, sur une alternative, c'est des sources alternatives. Merci beaucoup, Dr. Aboubacar. Merci pour aussi cette excellente élaboration. Je confirme que je m'appelle Assis, ça c'est mon prénom. Et le nom de famille c'est Bonzima. Et en Kirundi, Bonzima, ça signifie j'aime Dieu. Comme ça, vous allez prendre ça comme une nouvelle connaissance. Imana signifie Dieu, c'est Allah. Vous voyez ces noms en Kirundi, en Rwanda. Voilà, j'ai complété alors notre Assis. Merci, Dr. Aboubacar. Merci aussi à Dr. Maïmouna pour cette entrée dans le jeu sur la nutrition. Par rapport à la question qui m'est posée à ce niveau, moi je dirais qu'au niveau de l'Union européenne, on a des interventions multiples par rapport à notre appui au gouvernement nigérien dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ici, je vais juste, avant d'aller sur la deuxième, l'alinéa 2 sur les légumineuses, je voudrais dire que nous, dans nos interventions, comme partenaire, en tout cas principal de ce pays, on est sur différents outils, dont les plus importants, c'est ce qu'on appelle l'appui budgétaire. L'appui budgétaire, c'est juste un outil
qui amène le budget dans le trésor de l'État et qui permet au budget d'avoir en plus, en termes de disponibilité de liquidités, du budget, pour faire les activités de développement. Mais ce n'est pas seulement dans le budget, c'est aussi à condition d'atteindre les cibles de certains indicateurs qui sont dans le domaine justement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour vous donner un seul exemple, nos appuis qui vont dans ce sens, par exemple dans la profondeur du dispositif, c'est la vérification qu'il y a une assistance aux populations vulnérables en matière de sécurité alimentaire. Un autre outil très important que nous utilisons, c'est les projets, les programmes. Et là, on déborde beaucoup plus, on est plus sur la vulnérabilité plutôt structurelle qu'on veut combattre. C'est notamment les budgets qui sont mis dans les projets comme la réhabilitation des périmètres liés à maladie, où nous nous inscrivons justement dans la lignée du gouvernement. La stratégie sur la maîtrise de l'eau pour pouvoir produire, avoir une base productive. Donc, grosso modo, je vais développer après, voilà les outils qu'on utilise comme mobilité. Maintenant, par rapport à la question spécifique sur les rigueuses, comme vous le savez, sur la dernière programmation, nous avons des exercices de 6 années. On a eu beaucoup de projets qui ont accompagné la discussion, notamment tout ce qui est production de farines fortifiées. Je dirais quand même que l'Union européenne ici est un peu pionnier dans ce développement. Et là, nous partons du principe qu'on valorise les productions nationales, les céréales nationales. Donc, ce qu'on appelle communément dans le langage technique le véhicule, c'est le mil, c'est le sorgho, et c'est aussi les légumineuses comme l'oniébé et l'arachide. Le soja aussi, j'en parle, même si ce n'est pas encore développé, ça vient en importation. Ça, c'est vraiment une façon que nous utilisons aussi pour valoriser ces productions, puisqu'à la fois on consomme local, on a la traçabilité de ces produits, mais aussi on valorise le travail des mains des femmes transformatrices qui sont dédiées à ces productions et ces unités de transformation. Dans l'avenir proche, avec le nouvel outil de programmation nous voulons aller encore plus loin, se concentrer sur les chaînes de valeur de l'IEP et de l'arachide et développer plus en amont. Donc, tout ce qui est itinéraire de production, là, il signifie qu'on sera plus sensible non seulement à la stratégie et aux politiques de développement, mais aussi du pays, mais aussi à nos propres politiques. Comme vous le savez, nous avons le pacte vert, communément appelé le Green Deal. Nous avons aussi la stratégie du champ à l'assiette ou de la ferme à l'assiette, le Farm to Fork, qui nous tient à cœur. Donc, nous voulons développer localement ces spéculations, IEP et arachide, mais pas seulement au niveau production, mais à restockage, transformation, pour qu'ils puissent rentrer justement dans l'itinéraire de transformation de ces farines fortifiées et répondre aux soucis de Mme Maïmouna, d'avoir aussi des protéines dans tous ces intrants infantiles qu'on va produire à la fin. Donc voilà ce qu'on veut. Là, on veut pousser beaucoup plus vraiment l'action sur ce qu'on fera sur la nutrition. Merci, Tarsis. Un peu comment l'opérationnalisation. Je pense que je vais sauter regarder la liste des stratégies qui a lieu bien au niveau stratégique. Et je vais poser la question au niveau stratégique, quelles sont les formes d'appui que vous apportez au gouvernement. Vous pouvez aussi développer au niveau opérationnel s'il y a des préoccupations spécifiques en lien avec la forme. C'est une bonne bien. Je vais continuer à appeler les noms de prénom et nom. Merci beaucoup, je suis honoré de retrouver parmi ce panel prestigieux. Moi et aussi Dr. Assis. Et je pense que c'est important d'ores et déjà de signaler que une des approches importantes, c'est que le PAM s'aligne aux politiques du gouvernement en matière de nutrition et de sécurité alimentaire, puisque nous sommes là aussi pour appuyer le gouvernement. Donc, plus particulièrement, nous sommes alignés à la politique nationale de
sécurité nutritionnelle. Également, au niveau stratégique, nous avons commencé, en tout cas, pas maintenant depuis, ça date quand même de longtemps, l'appui à la production à travers les activités des FFA qui permettent la récupération des terres, et ces terres récupérées sont exploitées à travers la culture, des cultures qui peuvent aider aussi à améliorer les statuts nutritionnels des populations, notamment culture de céréales, légumineuses, mais aussi de légumes. Donc, comme le docteur Mayen l'a mentionné, ça c'est une des orientations également vers laquelle nous sommes très allés, c'est de réduire au maximum les importations de produits nutritionnels pour la prise en charge et la prévention, et en mettant le focus sur les produits locaux. Et dans ce cadre-là, nous avons quand même bénéficié d'un appui important de l'Union européenne, que nous remercions encore une fois, avec la principauté de Monaco, sur tout ce qui est fortification des produits locaux, à travers notamment le projet FOPAT, qui est un projet de fortification des produits locaux de consommation courante, tels que le mil, le niébé, l'huile d'arachide. Donc, le mil et les huiles sont fortifiés en fer et acide folique. L'huile d'arachide fortifiée en vitamine A. Et à ce niveau, il y a 10 unités qui ont été appuyées, équipées. Il y a également le projet PLSS, dont la coordonnatrice est également présente dans la salle, qui travaille dans l'appui aux SCOPS, aux USCOPS, aux unités de production de farine infantile fortifiée, mais qui appuie aussi dans tout ce qui est renforcement de la qualité. On a appuyé le LANSPEX en matière d'équipement, de formation, on a appuyé beaucoup d'organisations, en tout cas, qui œuvrent dans le cadre de l'amélioration des produits locaux transformés. Il y a également des liens qu'on fait entre les cantines scolaires qui reçoivent des produits locaux transformés. Nous avons, il y a des cantines qui reçoivent du cash, et ce cash-là, ils l'utilisent pour acheter des produits locaux. Et nous avons fait le lien entre les unités de transformation des produits locaux fortifiés et les cantines scolaires. Ils les ravitaillent en produits locaux fortifiés. Ça également, c'est une façon d'appuyer la valorisation des produits locaux. Nous avons également nous mettons un accent très fort sur la prévention de la malnutrition à travers les interventions à base communautaire, notamment les foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle, sur lesquels nous insistons beaucoup. Et leur avantage, c'est qu'ils utilisent des produits disponibles localement pour prévenir la malnutrition. Ça, c'est une approche beaucoup plus durable, puisqu'elle est fondée sur les réalités et les disponibilités locales. Un des aspects aussi vers lesquels nous sommes en train d'aller, la semaine dernière, cette semaine d'ailleurs, nous avons une discussion avec le ministère de l'Agriculture. Il y a eu également cette même discussion avec des organisateurs de cet événement, disant que, bon, il faudrait peut-être qu'on aille vers une meilleure aussi exploitation des produits qu'on trouve dans la nature. Il y a quelque chose qui a été fait, mais on voudrait aller plus loin. Ils ont cette capacité, cette volonté de promouvoir les produits locaux, les recettes locales. Donc, on voudrait aller vers le recensement de ces produits qui existent, comme le Bossia sénégalensis, même si c'est sénégalensis, ça aussi également ici, mais qui est extrêmement riche. Beaucoup d'études ont été faites pour ce produit, extrêmement riche en protéines, et vraiment des protéines de bonne qualité. On pourrait voir traditionnellement comment ces produits étaient utilisés, quelles recettes étaient utilisées, comment est-ce qu'on peut
améliorer ces recettes, les combiner avec d'autres produits locaux pour arriver à des recettes équilibrées, en tout cas favorables à la prévention de la malnutrition chez les enfants et chez les autres. Merci, Medium, pour ces clarifications. Nous avons bien noté des efforts en cas de l'Union européenne en termes de financement, en termes d'assistance technique, du plan de l'opérationnalisation d'une stratégie pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons bien vu que les efforts sont mis également vers l'utilisation, la valorisation de recettes locales de production. C'est bien d'idée, en plus de ce que ça apporte l'amélioration de l'état nutritif. Et je crois que ça, c'était quelque chose qui était sur lequel cette initiative, ils ont voulu se jeter dedans. Et c'est ça que je vais le laisser pour voir en quoi consiste l'accompagnement de l'IDHH dans l'opérationnalisation, parce que vous êtes vraiment au niveau opérationnel que nous avons bien. Une de nos insuffisances en Niger, c'est beaucoup plus l'opérationnalisation de nos stratégies qui sont la bonne. Je pense la parole à Yahoo, Madame Majidou, j'espère. Je vous dis. C'est bon compris. Donc, merci, Dr. Aboubakar. Merci à cette organisation de pouvoir aider à prendre part à ce panel de discussion pour parler de sécurité de la recherche à la nationale de sécurité alimentaire et nutrition. D'abord, nos actions cadrent parfaitement avec la politique du gouvernement. Dans tous les documents nationaux, tels que le PDR, tels que le plan de développement communal. Donc, vraiment, nos activités sont visées de ces différents documents. Et WHH a un groupe mandat. Donc, nous faisons en même temps l'urgence et le développement. Donc, en termes d'urgence, WHH a le mandat d'agir à la soit du lieu si ça vient d'un cri de cœur du gouvernement d'apporter sa modeste contribution là où elle est bien ou là où même elle n'est pas. Et il y a eu beaucoup de cas, donc même en Niamey, nous avons intervenu aussi en termes d'inondation, apporter l'assistance en polo et à Torodi où nous n'intervenons pas. Donc, vraiment, nous faisons des urgences là où les besoins liés. Et aussi, nous faisons le développement. Et en matière de développement, tous les projets du WHH, c'est dans le cadre d'une approche que nous appelons PITI, Programme Towards Intensive Nutrition, donc programmation orientée vers la nutrition. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tous les projets du WHH doivent prendre en compte l'aspect nutrition. L'aspect nutrition, des indicateurs de nutrition doivent être dans tous les projets du WHH malheureusement. Donc, nous, si je parle de développement, donc nous augmentons, nous cherchons à lutter contre l'insécurité alimentaire en commençant d'abord par l'augmentation de la production et la porte d'entrée, c'est l'augmentation de la superficie cultivable. Si on prend le cas du Niger, chaque année, il y a plus de 100 hectares qui sont dégradés. Donc, nous contribuons à récupérer les terres dégradées sous forme de H4, ce qui fait que nous augmentons les superficies qui va avoir à travers cette opération. Et maintenant, vu encore que c'est l'effet du changement climatique, les pluies sont de plus en plus rares ou les saisons de pluie sont courtes. Donc, nous cherchons des variétés qui sont actives, donc des variétés qui sont actives en collaboration avec les institutions de micro et les institutions de recherche comme l'INSA, l'INEA. Et dans ce cadre, nous cherchons aussi à faire l'amendement du sol. Donc, l'amendement du sol, toutes les pratiques qui contribuent à vraiment augmenter la fertilisation du sol, nous y sommes dedans.
Donc, les défrichements améliorés, le taillage, le maintien, et plus des opérations de CSTRS que nous faisons récupérer les terres, le compostage. On apprend les populations à faire le compost et aussi l'apport du fibres organique. Et la RNA va vraiment augmenter la structure du sol. Et en plus de ces activités, nous faisons la diversification alimentaire. La diversification alimentaire, c'est à tous les. D'abord, sur des grands espaces, donc ce que nous appelons le périmètre irrigué, où nous équipons avec tout ce qu'il y a comme matériel, liage, le forage et tout ce qui sont des systèmes californiens pour pouvoir produire des aliments qui sont riches en micronutriments et vraiment améliorer la parce que c'est que il ne suffit pas d'augmenter la production, mais de bien consommer des aliments qui sont riches en micronutriments, donc une vie saine et active. Donc, nous inscrivons. En plus de ces périmètres irrigués, comme nous, nos cibles, il y a aussi des déplacés, des réfugiés. Nous poussons jusqu'à faire des jardins en sac pour permettre à ceux qui n'ont pas aussi des terres cultivées de se procurer de ces aliments-là, de ces légumes qui sont vraiment riches. Et aussi, si nous prenons le cas de la culture préviale, donc nous encourageons la production de légumineuses telles que le niébé, et qui a aussi une forte valeur nutritive. Si on prend 1 kg de niébé à une équivalence de 2 kg de viande en termes de protéines. Malheureusement, il y a une méconnaissance, donc vraiment, et la méconnaissance est aussi faite de pouvoir, parce qu'il y a des personnes que la population font face, ils prennent ça. Donc, ils vendent à la période de vente, et nous faisons une approche de warrantage. C'est un warrantage type de pH, un warrantage avec son intérêt. Donc, pour permettre à ces personnes, au lieu de parler, d'avoir de quoi faire. Nous, je peux développer une AGR, activité nature de qui au fil du temps, ils peuvent régler certains de leurs problèmes, mais aussi à évaluer cette denrée qui est vraiment, qui a une valeur nutritive importante au lieu de vendre ça à prix à la période de récolte. Merci. Dans les grands axes d'intervention du VHH, le fondement en fait justifie l'accompagnement pour l'intérêt qu'il porte à ce festival et à sa 4e édition. Et j'allais venir, comme le temps est porte nous, revenir simplement pour docteur Véro. Docteur Ali Dougouna, la passée du commissaire un chargé de mission, parce que là, nous parlons des aspects stratégiques. C'est un peu ces stratégies-là, elles sont très riches parfois, elles sont des documents clés qui régissent les conseils. Je ne sais pas si nous avons le temps de venir sur l'introduction à la 4e édition. Le Haut Commissariat de Saint-Victoire était à parrainer cet événement qui prend de l'ampleur. Nous sommes déjà en discussion de pourquoi ne pas institutionnaliser un événement comme ça qui est non seulement favorable à la nutrition, mais qui nous identifie. Alors, pourquoi ne pas institutionnaliser? Je pense que c'est en bas de la arrêt de ces événements. Merci, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a vraiment une convergence sur ce que je viens de dire. Ils ont annoncé la promotion des chaînes de valeur, la fortification des aliments locaux, y compris leur promotion, la transformation des aliments, la promotion des approches communautaires, la promotion des recettes, etc. Et toutes les stratégies, là, je pense que ce sont des partenaires qui nous accompagnent tout le temps. Et tout à l'heure, le docteur Abou a dit quelque chose qui a fait rigoler les important. Et il a dit, parce que c'est dit que la plupart sont vécus parce que nous sommes tout ensemble avec nos partenaires. Donc, ce que j'ai dit, donc, il nous accompagne par rapport à ça. Et nous avons des documents de base, des documents de référence
Je vous ai parlé tantôt de la feuille de route pour les secteurs alimentaires durables. En dehors de ces documents, en dehors de la feuille de route qui intègre maintenant la documentation au niveau commissariat à l'initiative, parce que nous avons, comme je dis, c'est des documents d'orientation. Nous avons, comment est-ce qu'on appelle, le plan, la politique nationale de sécurité alimentaire. Donc, il y a des axes qui sont définis dedans et je peux vous inviter à lire, comprendre comment fonctionne donc cette politique nationale de sécurité. Nous avons le plan de travail annuel du commissariat à l'initiative citoyenne. Mais nous avons aussi la stratégie globale de l'initiative citoyenne. Il y a beaucoup de documents de référence, parfois les documents de suivi évaluation, et qui nous permettent donc d'être vulnérables par rapport à ce qu'il y a au niveau du commissariat à l'initiative citoyenne. Donc, il y a des documents qui sont pertinents les uns et les autres qui nous permettent, au finish, d'avoir une alimentation saine, non pas seulement saine, mais une alimentation suffisante pour les Nigériens au Niger. Donc, voilà, de façon globale, peut-être que j'ai merci. En tout cas, sans être exhaustif, c'est quand même, je pense, les points de référence pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et l'aspect valorisation s'y trouve. L'aspect valorisation, y compris la valorisation pour la finalité de la production, c'est la consommation. La consommation, je disais, nutritionnelle, pour la notion de l'état nutritionnel. Je pense que nous sommes accompagnés par les partenaires et avec qui j'ai envie de nous présenter. Moi, je suis en charge de la formation de la nutrition. Ça me permet de dire, de un peu l'appréciation de l'accompagnement dans l'impulsion des réformes, dans la recherche. Et je voudrais redonner la parole à Mme Cassis pour qu'il nous parle, pour qu'il nous rajoute un peu l'accompagnement dans l'impulsion des réformes, dans la recherche pour les évidences scientifiques. Je sais que l'Union européenne a financé beaucoup les thèmes de recherche pour l'amélioration de l'état de nutrition, y compris la valorisation de la production locale. Je ne suis pas sûr qu'on revienne, donc si vous pouvez aussi vous compléter pour dire votre appréciation ou votre ressenti par rapport à cet événement que nous voulons institutionnaliser. Parce que c'est quelque chose pour nous qui est une question de valorisation de nos productions locales, une question genre aussi. Parce que nous savons que ce maillot-là, c'est quand même des femmes qui sont plus marginalisées, qui sont portées de cette activité de l'organisation. Merci beaucoup. Je voudrais juste peut-être revenir, si vous le permettez, à nos interventions avant d'aller sur cette question plus pertinente, en disant que j'ai entendu les collègues ici à côté qui ont parlé, par exemple, de la génération, de l'ANA, de la récupération des terres, etc. Je voudrais juste informer le public, nous informer mutuellement que dans notre programmation actuelle, nous avons un grand volet sur le développement de la grande muraille verte. Ça, c'est vraiment notre projet phare, notre programme phare, avec beaucoup de millions à la clé, et qui passe par la FAO, par Sahara Food, par l'ORECA, par des structures comme GRET, avec qui nous avons déjà travaillé. Et justement, pour aller au-delà seulement de planter des arbres, utiliser le cash for work seulement, mais aussi aller au développement des produits, par exemple, les produits forestiers non ligneux, qui constituent quand même une source aujourd'hui de nutriments qui est mis en valeur par les communautés locales et que parfois nous, à Niamey, on est loin de ces réalités. Et nous remercions le Sahara Food quand même de travailler là-dessus avec les femmes transformatrices, j'en ai parlé,
puisqu'il y a une réalité qu'on doit savoir. Au Niger, nous sommes quand même dans un pays, si je prends les statistiques de l'INS de 2020, avec plus de 22 millions, dont 52% sont des femmes. Donc, messieurs qui sont là, que vous voyez ou non, les femmes vont rester, en tout cas, la grande priorité dans tout ce qu'on va faire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une réalité. Et nous le voyons dans tout ce que nous faisons, Dr Aboubakar le sait, que ce soit l'OPAM ou nos amis de WHH, en tout cas, que ce soit les petites unités de transformation que nous avons. Nous avons les mains qui sont derrière, c'est les mains des femmes, et qui parfois ne sont pas mises à l'honneur, en lumière et ne sont pas valorisées. C'est pourquoi nous, dans cette activité que nous vraiment saluons, notre stand, malheureusement, le vent a fait ce qu'il faut. Je pense qu'on n'avait pas consulté le marabout la soirée. Mais les femmes, justement, du collège de femmes, de la plateforme que nous avons mis en honneur pour qu'ils présentent leurs produits. Et pour nous, ça, c'est très important dans tout ce qu'on fait. Pour revenir à la question du Dr Aboubakar, moi, je veux dire qu'au niveau, par exemple, de nos projets, il y a même un élément essentiel qui est l'information. Au Niger, je pense que Dr Maïmouna va confirmer ce qu'elle veut dire. On est dans un pays où il y a un pléthore d'informations. Et nous, depuis quelques années, nous avons financé quand même un projet qui s'appelle PELI, plateforme nationale pour l'information dans le domaine de la nutrition, qui fait beaucoup de travail. J'invite tous les chercheurs qui sont dans la salle, les académiciens. J'étais en train sur la plateforme, c'est quand même beaucoup d'informations qui sont là-bas et qui nous permettent d'éclairer les décisions. Le décideur aujourd'hui, il peut aller puiser l'information, que ce soit sur les causes de la malnutrition en milieu urbain, que ce soit les principales causes de l'anémie ou l'état des lieux dans les écoles, etc. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Et ça, c'est sur nos financements et le financement de la GIZ. Nous sommes avec la coopération. Nous avons d'autres projets que je ne peux pas tous citer ici, mais le Dr Aboubakar le sait, dans la communauté, en tout cas de la nutrition, nous sommes toujours dans les commissions techniques, que ce soit de la PNCR. Nous sommes avec eux sur les grands forums internationaux, que ce soit la nutrition pour la croissance, comme on l'a vu l'année dernière. Nous sommes aussi sur les systèmes alimentaires qui soient durables, puisque tout ce qu'on fait, nous, on s'aligne aux politiques du gouvernement, mais aussi avec les grands agendas du monde. Le Niger, quand même, il navigue dans le sens aussi de ce que le monde fait aujourd'hui. Je vous ai parlé du Green Deal, du Pacte vert. Nous voudrions que toutes les productions agricoles qu'on a pris suivent quand même ce Pacte vert. Qu'on reste dans le politiquement correct au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des produits qu'on utilise, phytosanitaires, pesticides, des intrants minéraux, que ce soit des produits qui soient biodégradables. Au niveau de la transformation, on a discuté beaucoup avec l'ODREC, avec l'OPAM. Tous nos outputs, nos produits, on ne voudrait plus les voir dans des sachets en plastique, puisqu'on fait quelque chose et on crée un autre problème. On peut aller sur du biodégradable, et là, nous sommes contents que le commissariat SAD 3L est en train d'initier une usine qui va nous permettre justement d'avoir tous ces produits. Donc voilà que je veux dire notre investigation, Dr Aboubakar, en termes de stratégie et des agendas au niveau du monde dans lesquels nous nous alignons. Merci, Dr Francis. Même que vous dites là, est-ce que nous pouvons contester? Alors, Dr Aboubakar, moi, si c'est mon niveau, c'est un niveau d'un technicien. Moi, je suis venu avec ma chef, Madalena Prouna, qui est ici devant. Et je pense que même monsieur l'ambassadeur va passer aujourd'hui, et les collègues vont passer. Honnêtement, c'est une activité que nous trouvons essentielle, puisque ça va au-delà de ce qu'on veut promouvoir en termes de repas, de bouffe, on le dit, mais aussi de valorisation du produit local. Et cette valorisation, moi je vous le dis aujourd'hui,
ça doit dépasser aussi les limites du Niger. On est dans la ZLECAf aujourd'hui, dans cette zone de libre-échange continentale de l'Afrique. Il n'empêche que l'OIEP, qui va aujourd'hui au Nigeria, Bradé, pourra aller jusqu'à Cotonou, pourra aller jusqu'au Burkina. Je pense que c'est quand même ça rentre nous dans nos stratégies. Et je pense que les autorités de l'Union européenne, qui m'ont mandaté aujourd'hui d'être ici, soutiennent. Je sais qu'à l'aube des préparatifs de ces journées, moi j'ai vu des femmes qui sont venues rencontrer notre ambassadeur. C'est quand même du haut niveau. Ils ne sont pas venus rencontrer moi. Moi, ça a été après, avec James et son équipe, avec Sahara Saïfour, au niveau technique. Mais quand même, il y a eu des pourparlers et des appuis, même au niveau du haut niveau. Donc, je pense que nous, on est dedans et on va rester dedans. Je ne prendrai pas l'engagement en termes de fonds, mais je sais ce qu'on a fait cette année, ça va continuer. Nous, on ne fait qu'encourager en tout cas de telles initiatives. Merci. Accompagner les encourager. Là, je parle et j'ai posé cette question parce que a toujours été de notre côté dans la valorisation des produits. Lui, il nous accompagne souvent dans les analyses approfondies. Comme vous l'avez dit, nous avons mettre en place une plateforme d'information pour l'agriculture. Ils nous ont aidé à établir même un répertoire d'état de lieu de la valorisation du locaux. Je pense que c'est dans la même boîte de valoriser davantage d'aller jusqu'à la consommation et l'effet recherché sur l'institutionnel. Et là, j'ai montré pour voir les perspectives quant à l'accompagnement de ces genres d'initiatives, aussi bien ici au niveau central, avec les organisateurs, mais au moins aussi là où l'ONG intervient. Parce qu'il y a des perspectives allant dans ce sens, des perspectives dans la valorisation de la consommation des produits. Ok, merci, docteur Avocat. Et effectivement, dans ce sens, nous avons des produits sont là. En réalité, c'est la valorisation qui manque. Donc, l'accompagnement, c'est dans ce sens. Quel qu'en soit en matière de produits que nous produisons, je réalise donc aux communautés, c'est qu'elles produisent. Et les aliments sont là, mais c'est comment les combiner pour que ça soit vraiment pour une qualité nutritive qui est le problème. Et dans ce cadre, nous faisons l'éducation nutritionnelle où nous mettons plus d'accent dans les démonstrations culinaires et aussi d'avoir instauré des recettes, donc des carnets de recettes par rapport aux différents terroirs en fonction des saisons, quels sont les produits qui sont et comment les combiner pour qu'ils soient nutritifs à la communauté, surtout le plus vulnérable, j'étais en mission aux enfants et au moment des accueils aussi les femmes enceintes et allaitantes. Dehors de ces produits que nous produisons, il y a aussi ce que la nature nous donne. Aujourd'hui, si on cueille, parfois c'est mal vu, mais c'est riche à beaucoup. Donc, il y a deux choses principales qu'il faut faire. D'abord, casser les tabous. Parce que certains aliments, c'est les tabous qui font la consommation. Par exemple, vu que les œufs, dès qu'un enfant mange, il vient là et souvent, voilà. Alors que la production, si on prend local, les œufs viennent de la ville et des villages que ça vient. Mais on ne consomme pas ça là-bas. Et ce sont ces tabous-là qui font un frein pour les consommations des aliments, sachant que dans le millénaire, vraiment, le zone est riche en protéines. Si on prend les feuilles vertes qui sont sur le terrain, et il y a les tafasa et autres là, ce sont des aliments à l'époque qui étaient des aliments de dessert. Donc, si on te voit cueillir, tu es mal vu. Il faut donc casser changement de comportement pour que la communauté comprenne en réalité, ce n'est pas parce que on a même qu'on consomme ça, mais c'est pour équilibrer notre alimentation.
Donc, vraiment, on va dans ce sens et c'est pour cela les prix sauvages. On a un partenariat avec Sarah Food qui est en train de faire vraiment un travail avec la population. Comment transformer ces produits-là et pour qu'ils soient consommables et qu'ils sont vraiment trop bénéfiques pour l'organisme. Donc, les perspectives sont là. C'est à nous maintenant de savoir quelles sont les voies et voies pour amener nos communautés à comprendre que voilà, il va s'amener ses produits réels s'ils appliquent ça les produits qui sont en place. Merci. Merci. Je vais dans ce même sens pour PAM, un de nos plus grands partenaires avec beaucoup d'analyses, de recherches. Avec le PAM, nous avons conduit des analyses qui nous montrent même que, par exemple, c'est le PIB, ça coûte 290 milliards en termes de pertes. Nous avons conduit avec le PAM, au risque de prendre la parole, de parler aux panélistes, et ce que nous avons appris, fil de soutien gap, qui nous montre qu'à travers juste les aliments locaux, en les récombinant complets, et à bien sûr les recettes culinaires, on met les gaps à micro-équipement. Juste là. Mais là, ça implique beaucoup de partenariats. Je dirais que le PAMSI, quelles sont les perspectives en termes de partenariat, surtout avec la recherche. Parce qu'il dit quand même analyse, il dit nutrition, il dit cuisine. Je pense que le partenariat est important parce que c'est tous les systèmes alimentaires. C'est la transformation de tout le système alimentaire. Perspective en termes de partenariat avec la recherche. Merci beaucoup, Dr. Boubacar. Effectivement, dans le cadre de la recherche, il y a beaucoup qui a déjà été fait. Je pense actuellement, on vient de recevoir d'ailleurs le rapport sur l'étude de l'anémie en milieu scolaire. Les écoles qui ont reçu les produits locaux fortifiés les ont consommés pendant un certain temps, pendant la durée du projet. Et on a reçu quand même le rapport qui sera bientôt partagé avec des résultats très, très encourageants. Nous avons également la recherche sur la nutrition communautaire avec les différents paquets qui sont mis en œuvre pour voir un peu comment est-ce qu'ils impactent nos bénéficiaires. Mais en perspective, nous allons également développer une recherche qui mettrait en lien les universités du Niger, les universités occidentales pour approfondir davantage ce que nous faisons sur les femmes. Quelles sont les pionnières, qu'est-ce qui favorise les succès dans les femmes, qu'est-ce qui peut aider à les pérenniser. Comment on fait pour que, par exemple, les relais communautaires qui interviennent, qu'on appuie à travers le paiement d'incentives de 5 000 francs par mois, etc. Comment on fait pour que, en se retirant, le système ne tombe pas, mais que le système reste résilient et puisse continuer à fonctionner. Ça, c'est une des grandes perspectives, en tout cas, que nous voulons explorer davantage avec les universités au niveau du pays et les universités occidentales. Merci. Je pense que les chercheurs développera ce partenariat-là. Avant de revenir et redonner la parole à qui va prendre, on va regarder la salle et recueillir quelques questions. J'espère que les rapporteurs vont bien. Et comme rapporteur, c'est là. J'espère que vous pouvez bien. Voilà, donc ne prenez pas plus de 5 personnes. Certainement, vous ne pouvez pas les gens de n'importe quoi. Même s'il faut commencer par passer par l'autre, si je te dis.
communiquer le nom. Qui c'est qui? Ah, donc, oui. Donner les noms, si elle entend, elle on ne prendra pas plus de 5 personnes. Si tu arrives à 5, tu t'arrêtes. Les autres questions, on va répondre au le pouvoir. Donc, donnez les noms, criez fort pour qu'on entende. Si on ne vous entend pas, on va pas. Si on a 5, c'est tout. Ça va comme ça. Ah, si, c'est. Si le début d'arracher. Ok, donc, une minute vraiment des questions très précises. Vous avez bien indiqué que nous avons bien vu les orientations de l'assistance technique et financière dont nous disposons, l'appui technique dont nous disposons sur le terrain également, l'accompagnement du système national unies via le PAM, incluant y compris pour l'alimentation scolaire. Nous avons vu également des perspectives des partenariats avec la chaîne et je pense que toutes ces questions-là, ça être très précis. Madame l'image nous apporte. Donc, je remercie vraiment les initiateurs de cette activité et je remercie tous les conférenciers qui ont animé cette thématique. Je vais commencer par l'intervention de l'initiative 3M. Dans son intervention, elle a dit d'éviter les aliments transformés. Parce qu'il faut bien nuancer quelle sorte d'aliments transformés. Parce que je me présente, je suis du Collège des femmes de la plateforme des femmes. Nous sommes des femmes productrices. Nous intervenons dans la chaîne de valeur, de la production à la transformation jusqu'à la transformation, de la production, du transport, l'accès au marché jusqu'à la transformation. Donc, si nous ne faisons pas la transformation, nous n'avons pas de valeur ajoutée sur le produit. Donc, je pense qu'il faut bien nuancer quels sont les produits qu'il ne faut pas consommer qui sont transformés. Que nous, ça fait notre valeur ajoutée. Je viens par rapport à l'intervention de M. Tassis, que son unité combat et la réhabilitation des périmètres limités. Effectivement, vous savez qu'au Niger, on place les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap dans le groupe des gens vulnérables. Donc, toute femme paysanne, elle fait partie du groupe des vulnérables. Donc, vous faites la réhabilitation des périmètres limités. Il y a la politique foncière qui a été adoptée en 2021. Il y a une mesure qui va justement à l'endroit de ces gens vulnérables. Il y a une mesure qui dit que 36% des périmètres irrigués doivent revenir obligatoirement aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. Je pense que vous allez tenir compte de cette mesure. Donc, ce sont des orientations. Nous, en tant que collège des femmes, nous sommes en train de pousser pour que ces orientations soient matérialisées. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en esprit. C'est la politique foncière qui a retenu ça. Donc, que tout le périmètre irrigué, obligatoirement, 35% doivent devenir pour personnes vulnérables ou besoin de il y a à l'intervention de M. Diop. Et lui, là, donc, sa structure, elle appuie surtout la réduction de l'importation
Et puis, ils appuient aussi les productions locales. Donc, nous, en tant que collège des femmes, nous avons combattu l'importation depuis 2008. De 2006 à 2008, nous avons combattu l'importation. Parce que le collège des femmes fait partie du ROPA, qui est le réseau des organisations des producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Europa a décrété les années 2006 à 2008 l'année de la valorisation des produits. Donc, c'est nous, en tant que collège des femmes, qui avons initié l'utilisation du coton, donc la salade du moringa, et au niveau des ateliers et des conférences. Donc, parce que nous, en tant que collège des femmes, depuis 2006, nous organisons des journées de dégustation des produits locaux. Effectivement, c'est pour faire une visibilité sur la valorisation des produits. C'est à partir de là que nous avons mis l'accent sur la salade du moringa, du moringa, et maintenant, ça a fait une tâche vive, et maintenant, c'est parti pour toujours, je pense, parce qu'on connaît la valeur des feuilles du moringa. Donc, c'est pour vous dire que nous avons, ce n'est pas la première fois que nous intervenons dans la nutrition. Et le collège des femmes a même un livre de recettes locales que nous avons édité en 2008 à partir de la production locale. Parce que les femmes du collège des femmes, j'ai oublié de vous dire, elles sont des agricultrices, elles sont des éleveurs, elles interviennent dans la pêche et elles interviennent aussi dans la formation. Donc, nous intervenons sur tous les maillons. Et je pense que si vous plaît, une minute. Oui. Donc, je viens par rapport à l'intervention du Sénat. Donc, voilà. Lui, sa structure intervient surtout par rapport à l'augmentation de la superficie de certainement des terres cultivables. Donc, en tant que collège des femmes, c'est notre cheval de bataille encore. Parce que pour la journée du 13 mai 2023, donc le 16 justement, nous avons un atelier national où le thème de l'atelier national, une femme, une parcelle cultivable. Voilà ce que nous sommes en train de tourner. Et là, c'est un atelier vraiment national où nous invitons toutes les femmes et des hommes leaders par faire un plaidoyer pour l'accès des femmes à la terre. Donc, pour le collège des femmes, il ne suffit pas seulement d'accéder à la terre. Maintenant, nous avons dépassé le stade de l'open de terre. Nous voulons que les femmes accèdent à des grandes surfaces, que ce soit des femmes qui interviennent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, il faut que ça. Oui, donc, c'est pour se dire que c'est aussi notre plaidoyer pour que les femmes accèdent à des surfaces plus élargies. Elles dépassent le stade du très mauvais ou ça juste pour la consommation de la famille. Je vous remercie. Merci. Je vous prends le micro et nous remercions de rappeler et de conseiller à suivre tous les panels opérationnalistes et stratégiques. Et la salle a constaté que nous partons. Et c'est vraiment ça qu'on fonctionne. L'accès à une alimentation saine et effective. Si nous n'avons pas de réglementation, si les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas avoir des aliments diversifiés. Le second intervenant que je vais c'est le deuxième. Madame Moustapha, c'est pas ça. Merci beaucoup. Merci et je tiens aussi à remercier les panélistes. Je ne veux pas être moi. Après, les sortes déjà été sur donc, je voulais revenir sur les sorties. Et je me pose toujours la question pourquoi on fait un exemple dans la mesure où il y a des substituts locaux naturels qui sont là. Et la dame de docteur de 3e a bien parlé de cette incitation. Donc, je voulais comprendre pourquoi on va aller vers cette fabrication. De l'autre côté, je voulais revenir sur la politique France Zéro. Je pense que c'est une très belle initiative. Il y a eu énormément de ressources humaines, financières et tout qui ont été déployées pour apprendre de cette expérience. Et où est-ce
où est-ce qu'on en est? Parce qu'on sait que toutes les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est multidimensionnel, c'est multi-acteurs, les causes sont profondes. Donc, il ne faut pas encore parler de les mauvais résultats. Et par rapport aussi à la question foncière, donc, je dis qu'on parle tous de la production alimentaire agricole et on sait que le foncier est un grand facteur de production. Les ressources en eau, le Niger a énormément de ressources en eau. Le foncier est un facteur. Donc, tout ça, il n'y a pas de réponse. C'est la politique. Donc, comment est-ce que ce soit l'État et ses partenaires, cette question? Et la dernière intervention, c'est par rapport au secteur public. J'ai bien aimé de voir comment on va interconnecter les universités pour mettre la recherche derrière. Mais je pense qu'il faut intégrer les entrepreneurs. Parce que la force d'un pays, c'est le secteur public. Les organismes et l'État toujours faire quand même pour résoudre certains problèmes. Merci. Je pense que c'est bien noté. Et je crois qu'au niveau du gouvernement, il va répondre à la public privé. Le partenariat avec les universités, j'ai voté ça pour une élection vraiment d'évidence scientifique. Et évidemment, on ne peut pas opérationnaliser sans les autres acteurs. Le troisième intervenant, là, c'est. Merci. Bonjour tout le monde. Sincèrement, je remercie les panélistes pour exposer. Bon, petite question. Déjà, une des questions a été prise en compte avec la maman concernant la transformation des produits. Et ma question s'adresse surtout autour du programme alimentaire mondial. Et il a évoqué la question de foyer de réhabilitation nutritionnelle. Et sincèrement, j'ai participé à l'étude par rapport à ça, j'ai beaucoup aimé déjà mes activités. Mais maintenant, mon préoccupation, c'est au niveau des quartiers scolaires. Au moment où c'est les enfants qui sont pris en charge, est-ce que le programme alimentaire mondial a pris en perspective? Parce que vous savez, au Niger, le problème se pose. Si ces enfants sont pris en charge, les enfants ont tendance à abandonner tout. Maintenant, on vit le jour où le programme alimentaire décide de se régler, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça un peu ma préoccupation. Merci beaucoup. C'est ça qu'on va faire. Je vais laisser cette question. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je suis Merci également les panélistes. Et ma question s'adresse à mon tonton Yaoudi. Vous avez parlé de tabou alimentaire et certains aliments apportent des produits alimentaires. Selon vous, en tant que responsable du programme WHH, quelles sont les mesures ou bien quelle est la stratégie adoptée pour faire comprendre à cette mère que les aliments là, l'État peut laisser les alimentaires. En général, comment, quelle approche pour faire comprendre de laisser les tabous alimentaires et laisser profiter les enfants des événements de le bas âge pour que eux aussi, s'ils se lèvent, ils soient là. Merci. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Et bonjour à tous. Et je tiens sincèrement à encourager et à remercier les panélistes. Et j'ai des questions à poser à l'égard à l'endroit de la WHH. Donc, c'est que le Niger a tellement d'énormes potentialités en ressources à nous et aussi des diversités en produits locaux. Donc,
Et ces produits ne sont pas accessibles à tous. Moi, ma question est la suivante. Quelles sont les stratégies adoptées par la WHH pour faciliter l'accessibilité aux produits locaux par les consommateurs? Et la deuxième question, la seconde question est comment comptez-vous procéder pour amener les paysans à consommer local? Merci. Merci beaucoup. Question très précise, sans commentaire. Bonjour. Une minute et deux. Donc, merci beaucoup et merci pour vos interventions très intéressantes. Moi, de ce que je retiens de tout ce qui a été dit, il me semble que tout le monde cherche à adopter, ou en tout cas est en train d'adopter la théorie du changement. Donc, c'est la théorie du changement qui serait le point de départ. OK, il y a des actions qui étaient posées un peu partout au niveau des différents maillons des chaînes alimentaires, ou voilà, de relèvement de la malnutrition. Mais à présent, on voit que tout le monde est en train de vouloir adopter cette théorie du changement. Moi, ma question, ce serait, bon, là, je suis Fatma du PAM, Programme alimentaire mondial. À travers nos interventions, comme l'a expliqué M. Bigoun, le PAM est en train aujourd'hui de s'ériger en... Il n'est plus juste sauveur de vie. Parce que le PAM, avant, c'était sauver des vies, point. Mais là, c'est sauver des vies, changer des vies. Et c'est dans changer des vies que vous entendrez que s'inscrivent toutes ces actions qui sont citées dans les différents programmes, les nouveaux programmes. Donc, sur cette ligne directrice, on touche à ce dont vous parliez tout à l'heure, le Farm to Food, dont parlait l'Union européenne. Donc, on commence à la base même de la chaîne alimentaire. Donc, les producteurs, comment faire pour que ces producteurs-là renforcent leurs capacités? Comment faire, pas uniquement pour qu'ils livrent plus de produits finis lors des récoltes, mais comment faire en sorte que ces récoltes-là soient durables. Donc, durable, je parle de la conservation. Comment faire en sorte qu'ils évitent les pertes post-récolte? Donc, de là, on parle de phase 0 et c'est là que on a ça. Ainsi, ils pourront avoir la quantité qu'ils veulent pour se nourrir, nourrir leur famille, pour vendre et augmenter leurs revenus. Eux-mêmes, ils vont aller dans la diversification alimentaire parce qu'ils ne peuvent pas consommer uniquement le mil qu'ils produisent, par exemple. Et c'est sur ça qu'ils étaient avant. Donc là, ma question irait dans ce sens. Comment l'Union européenne, par exemple, WHH, verrait ce changement de comportement au niveau même des agriculteurs? Parce que pour moi, si uniquement les consommateurs, en tant que, pas producteurs, mais juste consommateurs, doivent s'habituer à un changement de comportement, une diversification alimentaire, il faudrait que ce producteur-là soit déjà arrêté. Donc, lui-même doit diversifier sa production. Au lieu de s'apesantir uniquement sur les céréales, peut-être qu'il pense à la longue conservation, etc., l'accès au marché actuel. Comment faire en sorte qu'il adopte ces légumes dont parlait Dr Maïmouna tout à l'heure? Donc, il faudrait peut-être aller sur l'éducation nutritionnelle. Qu'est-ce que ces partenaires seraient à faire pour accompagner même le PAM qui voudrait aller dans ça? Vous avez parlé de la recherche. Aujourd'hui, le PAM travaille étroitement avec l'Institut national de recherche agronomique pour que lui-même puisse former ces producteurs-là, qu'ils maîtrisent mieux leur sol, sachent quelle culture, bien sûr, en allant dans la diversification, serait adaptée à leur type de sol, au changement climatique, etc. Donc, eux pourraient s'engager à les accompagner sur cette diversification. Mais en amont, il faudrait qu'on les aide à mieux se conscientiser, à savoir qu'ils peuvent adopter ces cultures, que ce serait rentable pour la population, pour l'accès, l'amélioration de manière générale. Merci. Soulever de vie, changer de vie, je témoigne là, de la part d'un opérateur. En tout cas, le PAM a vraiment démontré cela à nous accompagner. Nous avons investi suffisamment ce document-là. Merci pour
l'évolution, dans le sens de changer de vie également. Et dans la fin, donc au terme des intervenants, comme nous avons les responsables, si les intervenants souhaitent les voir intervenir pour des questions, ici, je vois la représentante de l'IHC qui souhaitait leur donner la parole également. La parole pour aller répondre un peu à certaines préoccupations. Je commence par qui veut prendre la parole. Je pense qu'il n'y a pas d'homme à qui aider à la prendre. Donc, allez-y. Donc, vraiment, je voudrais qu'on termine ici en 5 minutes et la parole à ceux que vous souhaitez. Merci pour les intervenants. Les questions des commentaires qui m'a été donné était vraiment insuffisant pour détailler un peu les points que j'avais annoncés. Et quand je parlais des aliments hautement transformés, en fait, l'alimentation il faut avoir pour éviter donc les troubles nutritionnels que nous connaissons. Ça peut être la malnutrition, ça peut être de l'autre côté le surpoids ou l'obésité. Donc, quand je parle des aliments hautement transformés, ce sont des aliments gérés, prêts à être consommés et le plus souvent importés dans notre pays. Il est-il que nous avons réalisé tout le temps dans les écoles à montrer qu'il y a un surpoids, une augmentation chez les élèves qui consomment ces aliments suggérés prêts à l'emploi. Donc, ce sont les aliments suggérés. Et dans nos familles même, nous consommons le riz blanc. Le riz blanc est vite, il n'y a rien dedans. On consomme ça. Donc, c'est des aliments toxiques. Donc, c'est à cette catégorie d'aliments dont je fais allusion. Sinon, dans mon exposé, j'avais parlé de la transformation, dans les valeurs d'utiliser des aliments transformés. Donc, voilà. Il y a une question auquel je voudrais répondre. C'est par rapport aux questions foncières. Je ne suis pas experte là, je veux vraiment un peu parler de ça. Tantôt, au début, je voulais parler d'une feuille de route pour renforcer les systèmes alimentaires durables au Niger. Il faut dire que cette initiative a été accompagnée par tous les partenaires de tout le monde par rapport au finish. Une feuille de route a été élaborée et des engagements. Actuellement, il y a un groupe qui a été mis en place au niveau du pays pour respecter ces engagements. Et le ministre pour communiquer personnellement et le commandeur, le responsable de cette initiative, et le docteur Abou. Son assistant. Et maintenant, dans cette feuille de route, je voulais parler de la promotion des chaînes de valeur. Donc, tout un tas de mesures qui accompagnent ça. Et parmi les mesures, il y a l'impulsion. Je vais voir exactement. L'impulsion des réformes administratives et législatives dans les questions foncières et le schéma d'aménagement du territoire. Ça, c'est un point important qui est dans cette feuille de route. Et je pense que vu qu'il y a eu des engagements, ce sont des questions qui seront sur la table qui vont être faites. Et en dehors de ça, quelqu'un a parlé de la recherche, il y a le renforcement de la recherche et l'innovation pour une alimentation suffisante et saine à travers des systèmes alimentaires. Donc, la recherche aussi, je pense que c'est mis au cœur. Personne n'est oublié, y compris les chercheurs dans les universités, les centres de recherche et même les secteurs publics. Quand on parle d'université, c'est les universités publiques y compris les universités publiques. Entre parenthèses, vous m'avez présenté en tant que fondatrice de l'université privée. J'ai un contrat avant de payer l'euro avec le FAD pour les questions de
Nous avons fait des recherches dans la région pour l'année. Nous avons fait des recherches sur l'impact de l'approche communautaire dans les villages au niveau de l'État. Donc, je pense que personne n'est obligé de tout ce temps. Et je disais tout à l'heure, nous avons un gros projet où, au moment où nous avons même les participants. Au niveau du mouvement FON, personne n'est obligé. Nous avons les réseaux régionaux, les réseaux pénals, les réseaux nous allons mettre ce moment pour discuter de cette question. Merci. Merci d'être passé une fois c'est pas facile. Je suis excusé. Non, moi ça va être très rapide. Je voudrais juste intervenir. Et je suis d'accord, j'ai des collègues ici, notre team leader, notre chef d'équipe dans la section de l'Omanera. Ali, et j'ai des collègues derrière aussi. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter un complément, il peut le faire. C'est l'objectif d'en. Ça va être rapide puisque la question c'est plutôt Yahoo qui va répondre. On va l'aider. Moi j'ai des suggestions aussi sur certaines questions que je peux prendre pour confirmer. Par rapport à la première question de Mme Mimba sur les 35%. Ici, je dois dire que j'ai suivi la question. C'est un collègue à moi qui s'appelle Rico, qui n'est pas ici, et qui a suivi beaucoup plus ces questions de politique foncière rurale au niveau du GER. Mais moi, j'ai suivi aussi de près. Les 35%, en fait, c'est par rapport à tout nouveau aménagement. Ce n'est pas seulement les périmètres. C'est ça qui est bien. Et je suis content que le Collège des femmes a vraiment capté cette information. Je vous invite tous, sans faire du syndicalisme, quand même, de prendre cette question au sérieux. Ce que je voudrais dire, au niveau de l'Union européenne et des partenaires, nous avons beaucoup investi beaucoup de budget dans tout ce qui est confection des SAP, des schémas d'aménagement foncier, qui restent quand même un outil dans ce pays, qui montrent où sont les différents domaines, que ce soit agricole, d'élevage, qui peuvent être des domaines industriels. Ça, c'est vraiment une grande contribution. Je pense qu'il y a au moins aujourd'hui 5 ou 6 régions qui ont déjà leur SAP validé ou qui sont en cours de validation. L'objectif étant que toutes les régions aient leur SAP, mais ça, ce n'est pas la finalité. C'est ce que nous, on se dit toujours dans notre équipe. La finalité, ce n'est pas d'avoir le rapport du schéma d'aménagement foncier dans son tiroir. La finalité, c'est comment on opérationnalise toutes les recommandations qui sont dedans. Et c'est là où je trouve que le suivi sur 35%, tout en sachant que l'Union européenne et les autres partenaires nous ont aidés à confectionner ces outils, nous n'avons pas de marge de manœuvre. On a la marge de manœuvre en termes de dialogue politique, de plaidoyer au niveau du gouvernement, mais la grande marge de manœuvre, c'est au niveau de l'observatoire qui a déjà été mis en place, si ma mémoire est bonne, et c'est au niveau de l'ONAA, de faire le suivi de l'implémentation de ces recommandations opérationnelles. C'est vraiment ce que je veux dire par rapport à cette question, mais nous allons suivre, on continue à suivre cette question. Par rapport au secteur privé, Mme Moustapha a insisté beaucoup, on ne reste pas au niveau des universités seulement. Je pense qu'elle a raison. Elle a raison, puisqu'aujourd'hui, nous, tout ce qu'on a fait, que ce soit les unités de transformation de l'intrant infantil, on a compris, d'ailleurs avec l'étude de pérennité que nous avons fait, avec le HC3Z et les partenaires, on a compris que si on laisse les femmes seules, ça va durer le temps du projet. Et si on essaye de créer un secteur privé rentré, bien sûr contrôlé, puisqu'on est dans de l'économie sociale. C'est comme ça, tout ce qu'on fait, c'est de l'économie sociale. On n'est pas dans une marge de bénéficiaires brute dans le capitalisme. Sinon, il faut laisser Nestlé continuer à refuser. On est dans l'économie sociale, ça signifie que le partage de la valeur ajoutée il est contrôlé en amont et en aval, et qu'on sache qu'est-ce qu'on fait aux femmes payeuses, aux femmes transformatrices. Si la valeur ajoutée va seulement au secteur privé qui rentre, ça ne sert à rien. Nous, on est à côté. Nous, ce qui nous intéresse, nous les bailleurs, quand je dis nous, c'est femmes, c'est le VHH, c'est que les communautés arrivent mieux à la fin.
Donc, le secteur privé, oui, il doit rentrer, mais il doit être sensible qu'il rentre dans une économie sociale. Le deuxième élément, c'est par rapport à pourquoi les aliments fortifiés. Voilà quelqu'un qui m'a relevé la question. Moi, j'avais la même question, Madame Moustapha, je vous assure. Au début, je me suis dit, pourquoi? Donc, il y a des alternatives. Donc, il y a tous ces produits forestiers non liés. Alors qu'il y a tous ces, ce qu'on appelle en anglais, neglected crops. Donc, tout ce qu'on a négligé, c'est des éléments importants, très nutritifs. Moi, j'ai compris une chose, et c'est ça que je veux partager. D'abord, tout ce qui est aliments fortifiés, il faut comprendre une chose importante. Moi, je le comprends. On n'est pas en train de toucher dans le génome des gens. On ne touche pas. Fortifier, c'est ajouter. C'est comme moi, j'ai mis la chemise, tu m'ajoutes une veste. Je deviens bon homme. Je deviens un bon homme si on m'ajoute une veste alors que j'ai une chemise. On n'aura pas dans mon estomac pour bidouiller et me faire autre chose. Non. La fortification, c'est qu'on ajoute. Pourquoi on ajoute? Puisqu'on a vu que les femmes allaitantes ont des problèmes d'anémie. Puisqu'on a vu que les femmes enceintes ont des problèmes d'anémie sévère. On ajoute, on a une question, dans la façon la plus pragmatique possible. Si on touche au génome des plantes, ça c'est une autre question. Et il y a des institutions qui le font. Nous, au nom de l'Union européenne, là je parle sur le contrôle de marché, notre ligne de conduite, on n'est pas ici développer des OGM, non. On respecte la nature. C'est ça notre modus operandi. Et donc, la question de fortification, si ça peut répondre de façon opérationnelle à une question qui se pose, moi, je pense qu'il faut vraiment aller dedans. Puisque ça n'enlève à rien la nature de l'espèce, mais ça résout la nature du problème. Maintenant, je suis d'accord avec Mme Tapa, on développe avec les initiatives de Sahara Sahel Food, avec les initiatives d'autres bailleurs, le développement, ces variétés qu'on a délaissées, mais qui sont nutritives. Dans la région des Grands Lacs que je connais bien, nous avons les amantes qui sont bourrées de nutriments et qui sont délaissées de temps en temps puisque c'est traditionnel. Alors que les pêcheurs et les connaisseurs se continuent à les utiliser pendant les périodes de souffle. Donc voilà ce que je peux dire. Pour moi, il ne faut pas prendre cette composante comme quelque chose de péjoratif, mais c'est quelque chose qui vient répondre à une question de façon opérationnelle et de façon stricte. Donc pour ne pas reprendre le temps aux autres, si tu me permets, je voudrais juste dire que par rapport à la question de Fatima, qu'est-ce que nous on peut envisager dans tout ce qui est changement de comportement, dans tout ce qu'on a demandé sur les tabous, là c'est ma dernière contribution. Moi je pense qu'il y a une chose que nous, ailleurs nos partenaires, nous devons avoir à l'esprit. Il ne faut pas qu'on réinvente chaque fois des choses. Ce n'est pas puisqu'il y a un nouveau budget qu'il faut réinventer les trucs. Nous avons dans ce pays l'ORECA. L'ORECA, la Chambre d'agriculture. Et là, à son actif, beaucoup de travail. Nous avons des initiatives comme le Sahara Sahel. Nous avons le Collège des femmes. Si vous me demandez comment on va briser les tabous, ce n'est pas moi qui atterri à Niamey il y a 3 ans qui va aller à Maradi, rencontrer les femmes et leur dire il faut m'amener là. Non. Le Collège des femmes est là. C'est non. Je pense que c'est. Il y a des structures qui sont déjà là. Passons par eux pour pouvoir transmettre notre message. Et c'est ça qui va se transformer. Ça, c'est vraiment mon dernier point. Je pense qu'il faut qu'on utilise les canaux que nous avons pour pouvoir arriver à nos résultats. Merci et désolé d'avoir été long. Non, merci. Malgré tout, je vais quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Magdalena, je suis la chef d'équipe de l'agréation. Peut-être juste un point rapide par rapport au travail politique, parce que je vois une initiative qui me tient à cœur et c'est une initiative dans laquelle moi je crois vraiment. Moi, ce que j'ai noté, parce que je saisis chaque opportunité, chaque occasion que j'ai fait sur le terrain. Moi, je reste de toute façon pas un technicien, donc je prends les choses telles comme elles sont dans le réel. Moi, ce que j'ai noté est que
ce projet pilote, ces deux projets pilotes que nous avons vus, ils ont vraiment fait la différence entre, bon, vous allez m'excuser, peut-être c'est très direct, entre la vie et la mort. Et je vous parle vraiment de façon, en ayant le cœur dans la main. Moi, je suis aussi mère de deux garçons. Et je sais que ce type d'aliments fortifiés, qui justement sont transformés, la différence entre la vie et une possibilité de bien grandir et l'amour. Et c'est que nos produits, tout ce que nous avons fait avec nos partenaires dans le cadre de ces deux projets, c'est des produits qui sont vraiment destinés à petits bébés, donc aux nourrissons, aux enfants qui ont entre 6 mois et 24 mois. Et si vous allez, comment dire, avoir la curiosité de vraiment d'approfondir ce sujet, vous allez comprendre très bien que, bon, les nourrissons apprécient, ils ne sont plus des bébés, donc ils ne sont plus des enfants complètement allaités au sein, et ils ne sont pas non plus des adultes, voilà, des enfants plus grands. Donc, ils ont des besoins alimentaires très spécifiques. C'est clair que pour couvrir cette période entre l'âge des nourrissons et l'âge des petits enfants, il faut avoir des aliments très spécifiques. Nous avons compris qu'à la fois, c'est pour tout le monde, vraiment, et les enfants, mais aussi, il crée des opportunités pour des groupements de femmes. Et donc, c'est pour cette raison nous avons vraiment décidé de mettre à l'échelle ces deux projets à travers un nouveau programme plus ambitieux qui sera la création d'une usine industrielle qui pourra satisfaire nos espérons. Il faut rester réaliste, mais en étant ambitieux, qui pourra satisfaire les besoins, pas uniquement au niveau de la région de Maradi, mais nous espérons bien pouvoir satisfaire les besoins des régions avoisinantes. Peut-être, bon, ça c'est pour le parlement. Et donc, moi, je suis convaincue, et donc, ce n'est pas vraiment de transformation industrielle dans le sens qu'on trouve dans l'Occident, mais c'est plutôt d'enrichir des aliments qui font partie vraiment des espèces endogènes qui sont très bien alignés avec les habitudes nigériennes. Peut-être juste peut-être un dernier point par rapport à la richesse, parce que je trouve que la richesse, ça veut dire l'avenir et tout, dans une vision de logique d'amélioration, de croissance, pourquoi pas. Moi, j'écoute fortement et d'ailleurs, nous sommes tellement engagés dans tous nos appuis, dans tout ce que nous faisons. Mon collègue Tarsis a parlé plutôt de l'appui budgétaire, mais nous sommes engagés là-dessus aussi à travers nos programmes et nos projets que nous finançons. Et surtout, en ce qui concerne l'appui du Fonds pour l'investissement en sécurité alimentaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que je suis vraiment enthousiaste de toutes ces discussions, mais malheureusement, je vois que le temps est plutôt serré. Donc, je vous remercie et je vous félicite encore une fois. Et même si je ne m'engage pas pour appuyer la deuxième édition, c'est une très belle initiative. Et on fera de notre mieux d'être là et aussi de mettre la main à la touche pour voilà. Fortifié, et nous distinguons fortifié à enrichi. Fortifié parce que nous apportons les produits que nous produisons, parce que ce n'est pas possible de promouvoir davantage l'enrichissement complet là où on a
limite, parce que c'est la manière dont nous transformons nos aliments, les aliments, parce que nous transformons le 93% des nutriments sont dans le son. Donc, on est l'avance que c'est actuellement difficile. Et donc, lorsque vous mettez le mil, vous apportez quelque chose de plus que câble, un complexe comme celui du Niger, on a des prévalents de sous-nutrition en enfance et à un état de croissance. C'est-à-dire que la sous-nutrition, en tout cas, si vous voulez, la carotte globale. Et donc, comme elle est globale, elle ne peut pas passer. Donc, voilà pourquoi c'est justifié pour nous. Et c'est une évidence scientifique lorsque vous prenez ici. Comment les aliments fortifiés dans ça pour certaines raisons, etc. Nous avons dans la salle Aïssa Sissé qui vient de nous rejoindre et en dernier et permettre à l'autre de répondre aux questions et on va dire le temps de parler. On a déjà dépassé notre temps, mais c'est tellement intéressant que j'ai fait exprès parce que je pense que tout ce qui se fait après, c'est sur la base de ce qui et tout ce qui va être opérationnalisé, c'est sur la base de ces orientations, c'est sur la base de cet appui technique et financier et partenaire. Et la parole, je ne sais pas, entre Yann et je ne sais pas la prendre là, je sais qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de questions aussi. Ok, merci, frère avocat, et merci aussi à l'instance qui a suivi vraiment avec attention les présentations pour pouvoir poser des questions. Et donc, d'abord, nous partageons les mêmes soucis avec oui, des femmes. Donc, nous aussi, au niveau de l'OVH, nous faisons effectivement des plaidoyers en faveur du foncier pour les femmes. Et nous, avec tous les acteurs qui sont concernés, les autorités et la chefferie traditionnelle, les services techniques concernés, donc nous faisons des plaidoyers pour avoir des terres qui sont carrément abandonnés. Donc, avec vraiment un appui, avec un document, un appui au moins de 20 ans pour permettre aux femmes d'utiliser ces terrains-là et pouvoir les mettre en valeur. C'est le cas d'une approche que nous appelons PIA. Donc, ce sont des terrains d'activité complètement dégradés que nous faisons une combinaison des actions du CSS. Donc, nous faisons en même temps les tranchées, nous faisons les démules et aussi les ailes. Et on prend des cultures annuelles ou des terrains qui sont vraiment riches en nutritifs, donc une haute valeur nutritive pour permettre à ces femmes-là vraiment d'avoir une foncier et là où ils peuvent avoir des activités gratis dérivées. Donc, on regarde les moments. Et les autres questions, c'est beaucoup de questions qui se rejoignent. Parce que c'est en termes de tabou, comment casser le tabou, c'est en termes des animaux locaux, comment promouvoir les animaux locaux. Ça, là, c'est en termes de CCC. Donc, communication pour un changement de comportement. C'est l'éducation nutritionnelle, appuyée avec des pages, donc vraiment des images à l'appui de façon comparative. Un enfant qui consomme tel aliment, voilà, qui consomme, qui ne consomme pas, voilà, au finish. C'est un malnutri, par exemple, vraiment. Donc, vraiment, c'est comme ça. Et en plus de cela, nous mettons en place ce qu'on appelle les groupes de femmes pour la nutrition. Ce sont des femmes qui sont polices, parmi les femmes qui sont certaines allaitantes, certaines vraiment qui sont enceintes. Donc, on fait un cadre d'échange d'expérience en termes de nutrition pour les enfants. Et aussi avec des formations qui suivent avec des services techniques de l'État, le cadre de nutrition santé, et ce sont elles qui font des discussions de groupe et aussi des visites à domicile. Expliquer à ces femmes-là, voilà, les valeurs de l'utilisation. Les aliments sont là, ce n'est pas comme les introduire, mais comment les valoriser. Comment les valoriser. Donc, on fait une démonstration culinaire. On combine tel et tel élément avec des proportions
Et ça donne, c'est plus nutritif que de consommer toujours là où parfois ça l'est. Comme l'a dit le docteur Abakar, parfois on enlève le sang et le sang là que nous donnons aux animaux, c'est pour cela qu'ils deviennent trop gras. C'est parce que la richesse est dans le sang. Mais nous, on donne. Vous voyez, vraiment, c'est sang. Il y a certains études, si tu prends les Touaregs, ils n'avaient pas de sang. Ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Et tu vas voir, c'est très nutritif. Donc, c'est l'éducation nutritionnelle que nous faisons. Et si on dit l'habitude alimentaire, ce n'est pas facile de changer, mais on y arrive. Par exemple, la consommation de feuilles et fruits sauvages, c'est ancien. C'est quand tu vas les villages, tu fais l'historique, ceux qui ont fait les marques. Tu fais l'historique, on va te dire des événements malheureux, on va te parler des familles. En termes de stratégie de survie, qu'est-ce que les gens font en consommant des feuilles et fruits sauvages? Ils savent que ça. Donc, pour eux, maintenant, si quelqu'un est parti en train de cueillir, c'est aussi là toujours qui est là, ou bien le ménage, et on se ménage très bizarre et peut-être de voir. C'est ça qu'il faut casser. Et nous faisons ça en termes de sensibilisation. Nous avons des spécialistes qui font vraiment la promotion des arbres des fruits indigènes, qui est Sahara Salfoud, aussi qui sont en train de travailler avec le comité, lesquels nous assistons. Et de l'autre côté, donc c'est comme ça qu'ensemble avec les autres, c'est tous les partenaires qui sont impliqués. Et à l'émission, on a même avec tous ceux qui sont les parties prenantes. Donc, les communes, les représentants de communes, les services techniques, la chefferie, vraiment tout un peloton des activités, chacun amène sa contribution pour montrer que voilà, la réalité, c'est pour améliorer la réalité. Et j'ai parlé aussi du carnet de recettes. Le carnet de recettes, là, c'est fait de façon pratique. Donc, chacun dit, voilà, dans telle saison, qu'est-ce que vous avez disponible? Et c'est partant de ce qu'ils sont, de cette base-là, on fait des combinaisons possibles pour que, voilà, si on a fait ça devient plus nutritif. Ce n'est pas qu'on cherche ailleurs, mais c'est partant de disponible pour que ça soit pérenne. Une fois que vous comprenez ça, vraiment, se supervise, après vous revenez, vous allez voir une question produit à consommer. Merci bien. Merci à vous. Oui, je pense que je commence par saluer vraiment toutes les actions du Collège des femmes. Je pense que, comme Mme Dumas l'a dit, nous allons vers la réduction de l'importation de certains produits. Mais il faut savoir que ces produits, ces intrants nutritionnels sont des produits spécifiques. On ne peut pas les remplacer tout de suite comme ça avec des produits locaux, puisque ce n'est pas la même composition, ce n'est pas la même qualité, etc. Donc, on essaie maintenant, avec l'appui de l'Union européenne, par exemple, dernièrement, l'atelier qu'on a tenu sur la qualité des farines infantiles. Nous sommes en train de voir comment aller vers une qualité du type super céréales, quelque chose comme ça. Donc, qui permettrait éventuellement d'arriver sur des produits de bonne qualité produits ici. Mais donc, ça, c'est des étapes. Nous avons une feuille de route qui est là, que nous allons essayer de mettre. Je ne vais pas revenir sur pourquoi on fortifie, pourquoi on ne fortifie pas. Je pense que les collègues nous en parlé. Donc, c'est important qu'on poursuive. Mais c'est important également que, comme vous l'avez dit, Mme Moustapha, on continue à travers notamment tout ce qui est activité spécifique, à travailler sur quelles sont les combinaisons qu'on peut faire. Le docteur Avocat a parlé tout à l'heure des facteurs limitants, l'isine qui est facteur limitant pour les céréales, les facteur limitant pour les légumineuses. Donc, on est communes et puis, comme ça, on a ce qu'on appelle la complémentation. Ça permet d'avoir tous les acides aminés qui rentrent qui permettent à l'organisme d'utiliser les protéines. Donc, c'est important qu'on continue cela tout en poursuivant quand même
la notification est une des stratégies dont l'efficacité a été prouvée pour ce qui est de la prévention des cas en milieu. Pour ce qui est des cantines scolaires, je pense la question c'était qu'est-ce qui va se passer si le PAM se retire. Je pense qu'il faut être honnête. Si vous regardez les cantines en général au niveau mondial, en Afrique, partout ailleurs, même dans les pays développés, il n'y a pas 10 000 manières de rendre les cantines durables. La seule façon qui a marché jusqu'à présent, en tout cas, c'est la prise en charge des cantines par le gouvernement. Il n'y a pas autre chose qui a marché, en tout cas pas à ma connaissance. Parce que les cantines, c'est assez lourd. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été essayées. Demander au niveau collectivité locale de prendre en charge, demander aux communautés de prendre en charge, mais c'est lourd. Toute la logistique, tout ce que ça demande, c'est vraiment l'État. Et aussi, il faut saluer quand même les efforts du gouvernement du Niger qui a augmenté et qui continue d'augmenter constamment le nombre de cantines prises en charge chaque année. Et avec le gouvernement s'est engagé à prendre davantage en charge des cantines dans les années à venir. Vous regardez là où ces cantines ont réussi, en tout cas, il y a une certaine durabilité. C'est au Bénin, par exemple. C'est parce que l'État a tous les frais liés aux cantines. Parce qu'ils estiment que comme c'est un intrant important, un intrant éducatif, parce que ça permet également aux élèves de mieux suivre, etc. Donc, je pense que ça, c'est les appuyer le fonds, c'est que les bailleurs de fonds, c'est appuyer le gouvernement à renforcer ses capacités de façon à ce qu'il ait la capacité de prendre en charge les cantines sur le long terme. Personnellement, on vient de dire que l'éducation, l'arrêté, c'est pas très intéressant. Donc, on va constater quand même je pense pas l'objectif de planter les efforts. Nous avons vu toutes les préoccupations qui étaient ici, après à partir des orientations ici, à partir de tout ce qui est priorité, tout ce que les partenaires techniques et financiers estiment comme pertinent de continuer à appuyer ici l'usage de renforcer. Il y a plusieurs mécanismes. Nous avons vu également la perspective qu'on a compris dans les domaines de l'éducation. Beaucoup d'aspects n'ont pas été évoqués, notamment la sécurité sanitaire des enfants. Après de ces panels, nous ne pouvons pas faire de cela. Nous allons le voir certainement dans d'autres panels. Je disais comme mais je ne peux pas, à votre permission, Aïssa, si c'est à vous de l'agriculture, et de nous rejoindre, je vais quand même vous donner 2 minutes. Je l'ai déjà présenté comme promotionniste responsable sur le ministère de l'Agriculture. Parce que les agriculteurs de l'agriculture, on parle de l'alimentation. Qu'est-ce que moi, je sais? Parce que je vais donner la parole au ministère de l'Agriculture, de la production, à la consommation et à la décision comme bonjour, donc, comme il m'a déjà présenté, je suis en même temps pour la sécurité sanitaire des aliments. Donc, comme la question a été abordée par Yahoo, je vais vous parler de la sécurité sanitaire pour aller plus vite. Donc, pour ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments, on a 3 sortes. Le codex, qui est le code des aliments. Il y a l'OIE, qui est l'Organisation internationale de l'Utilité aussi, qui est maintenant AFSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, et aussi il y a la CIPD. Donc, la CIPD, c'est au niveau du ministère de l'Agriculture, l'OIE, c'est au niveau de l'élevage. Avant, c'était avec l'élevage, donc l'OIE, c'est l'aspect animal. La CIPD aussi, c'est sur la protection des végétaux. Et le codex qui regroupe un certain nombre de groupements qui sont multisectoriels.
Donc, dans le cadre de la sécurité sanitaire, c'est surtout qu'on agisse par rapport aux aliments. Du coup, si c'est pour la question des végétaux, donc il y a des normes, des produits qui sont homologués, des produits phytosanitaires. Et au niveau du codex, on a vu parfois les soucis des entreprises pour nous assurer de la bonne conduite par rapport à ces différentes entreprises et s'assurer de la bonne qualité saine et du type des aliments que nous consommons. Et aussi, dans le cadre de la sécurité sanitaire, il y a d'autres projets de la FAO qui sont là, qui sont en train de travailler. On est en train de travailler sur certaines chaînes de valeur pour voir comment on peut améliorer leur aspect nutritif et aussi assurer une bonne qualité. Quand on parle de sécurité sanitaire, on parle maintenant de la production jusqu'à la consommation. Donc, on travaille de la bouche à la bouche. C'est surtout ça où on a d'énormes problèmes. Nos aliments consomment surtout des aliments de la rue. On voit qu'il y a beaucoup de normes qui ne sont pas respectées. Et c'est surtout à ce niveau qu'on peut vraiment apporter beaucoup d'appui pour que les gens puissent vraiment faire un bon encadrement par rapport à ces différents outils qui utilisent, notamment les outils de sécurité pour bien laver d'abord les mains à l'eau et à l'eau de savon. Parce qu'on a vu que même dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, laver les mains au savon a permis de certains pays de lutter contre la malnutrition jusqu'à 30%. Donc, c'est surtout cet aspect de sécurité sanitaire qu'on peut agir parce que c'est là où il y a beaucoup de défis par rapport surtout à la consommation dans la rue, au niveau des restaurants et au niveau aussi de certains sujets de valorisation. Le lait, des boissons et surtout des boissons, il y a certaines boissons qui ne sont même pas bonnes pour l'individu. Pour les personnes âgées, on sait que vraiment ça donne les maladies le diabète. On a beaucoup de problèmes par rapport à ce que c'est qu'on cherche à améliorer vraiment le but. Je vais m'arrêter ici parce que. Merci pour toute question. En tout cas, là, je pense qu'Aïssa est disposée à faire en cas de encore un signal comme vous d'arrêter. Donc, je n'ai pas le temps de revenir sur une synthèse. Merci au commissariat initiative 3N et à pour sa participation. Voilà. Là, vraiment bien avec nous. Merci beaucoup. Médoune, merci beaucoup, Aïssa. Merci beaucoup pour votre contribution à la réussite de ce panel. C'était vraiment. Merci. Je pense qu'il a été très utile, qui a démontré l'intérêt de l'alimentation et de la nutrition. Je vous remercie. Madame, je crois que merci, docteur. Vous avez plus de temps que pour nous. Merci à vous, c'est très intéressant. On va appeler docteur Bourdeau. Je pense qu'il nous entend, il est à l'une des portes.